Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Paris et Alger? Alors ça ne serait pas nouveau, sauf que Paris a bien besoin du gaz algérien pour réduire sa dépendance au gaz russe dans un contexte de guerre en Ukraine. Et c'est le président algérien qui aurait ouvert les hostilités. Cette fois, le président algérien, donc Abdelmajid Tebboune, a décidé de réintroduire dans l'hymne national l'usage d'un couplet évoquant la France coloniale qui était tombée en désuétude depuis 1986. Voici les paroles écrites par le poète algérien Moufdi Zakaria en 1955 dans les Géoles coloniales françaises qui seront reprises dans l'hymne national lors des commémorations officielles en présence du président de la République. Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi. Voici notre réponse. Le verdict de notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique et la presse française. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a estimé que cette décision pouvait apparaître à contretemps et qu'il fallait replacer cela dans ce contexte de la décolonisation. Pourquoi étendre l'usage d'un hymne qui date d'une autre époque au moment même où le président de la République, Emmanuel Macron, et le président Tebboune ont décidé l'été dernier de donner un nouvel élan à nos relations? C'est une question que pose la chef de la diplomatie française et avec elle des journalistes très remontés contre le chef d'État algérien, accusé d'être anti-français dans Marianne et francophobe dans le Nouvel Obs, ce qui fait dire à Yazid Benouné, anthropologue chargé de la recherche au CNRS et écrivain, que les journalistes en France ne comprennent pas l'Algérie. On lui a donc demandé de bien vouloir nous aider à comprendre et de nous expliquer pourquoi les relations entre Alger et Paris sont de nouveau tendues, et pas seulement avec Alger, la France est également en froid avec le Maroc, tandis que le Maroc est en conflit avec l'Algérie. On tente de décrypter tout ça, c'est l'entretien d'Actu. Bonsoir Yazid Benouné. Bonsoir Nadia. Vous êtes anthropologue et chercheur au CNRS et notamment auteur du livre Hirak et propagande médiatique en contexte post-colonial paru aux éditions ANEP. La question est toute simple, Yazid Benouné. Pour quelles raisons le président algérien a pris ce décret alors que les relations entre la France et l'Algérie semblaient prendre le chemin de l'apaisement? Alors oui, pour quelles raisons? D'abord, il faut situer les choses dans leur contexte. Le décret qui a été mis en place le 21 mai 2023. Le 24 mai dernier, oui. Le décret a été Oui, promulgué le 24 mai dernier. Il a été promulgué le 24 mai. Et donc un décret qui intervient en fait quelques jours après une polémique importante qui a eu lieu en Algérie, qui a fait beaucoup de remous auprès de la classe politique, notamment le président du Conseil du Sénat, Koudjil, qui était intervenu à ce propos. C'est la résolution du Parlement européen qui date du 11 mai 2023, donc une dizaine de jours avant la décision du décret concernant l'hymne national. Donc déjà, l'hymne national, pour préciser, était déjà exécuté, en tout cas le couplet où la France est mentionnée, était déjà exécuté à certaines occasions, mais à de plus rares occasions. Là, le décret en question précise davantage les conditions dans lesquelles ce couplet est utilisé. Il s'agit des commémorations en présence du président. Et en fait, si on essaie de comprendre la logique, parce que les autorités politiques ne font pas d'explication de texte, il faut revenir à cette résolution du Parlement européen qui a été très critiquée en Algérie et qui a été considérée comme un geste inamical de la part en particulier des élus du parti d'Emmanuel Macron. Cette résolution a été adoptée le 11 mai 2023. Quelques heures après, l'APS, donc l'agence officielle de presse algérienne, a publié un texte intitulé Le Parlement européen ajoute une couche sombre à sa crédibilité.
Et dans ce texte-là, j'ai l'impression que les journalistes n'ont pas fait l'effort de lire ce texte. C'est quand même un texte de l'agence officielle de communication, de l'agence officielle de presse algérienne. Il est écrit notamment cette résolution qui émane apparemment des parlementaires du parti du président français Emmanuel Macron pose encore plus de questions sur cette démarche et sur les relations que souhaite construire cette tendance politique avec l'Algérie. En apparence, ce parti veut renforcer ses relations avec Alger, mais d'un autre côté, il multiplie les coups bas à la construction d'une relation basée sur la confiance. On ne construit pas une relation avec un double langage. Et en fait, d'une certaine manière, le couplet en question évoque justement le double langage de la France officielle coloniale. Et euh, ce, cette résolution, en fait, ce double langage de la France officielle, en particulier du parti d'Emmanuel Macron, intervient du point de vue des Algériens et des autorités algériennes, après notamment l'affaire de l'exfiltration de l'opposante algérienne Amira Bouraoui. Donc, et c'est pas le seul geste inamical. Hein. On repense notamment au discours du président Macron s'agissant du système politico-militaire algérien, selon l'expression française en cours dans une certaine classe politique française. Et on pense aussi à ses propos sur la nation algérienne. Mais il y a d'autres éléments. Je fais Donc, parvenir le donc texte. la réintroduction de ce couplet, oui, de ce couplet qui est jugé anti-français par certains, est un moyen de pointer la duplicité de la France suite aux événements que vous venez de décrire. Oui, oui, ben, que les autorités algériennes aient décidé de le jouer davantage encore dans son intégralité, parce qu'il était déjà exécuté dans son intégralité, mais à de plus rares occasions. Donc là, c'est juste l'idée de réaffirmer d'une part la pleine souveraineté de l'Algérie et son refus viscéral de toute tentative d'ingérence étrangère, parce que ça a été perçu comme ça du point de vue algérien, la résolution du Parlement européen. Mais justement, c'est une Et elle résolution rappelle qui a été prise par le Parlement européen. La France n'est pas souveraine au sein de cette institution. Alors qu'est-ce qu'on reproche exactement à la France? c'est le jeu des partis, des élus du parti d'Emmanuel Macron, et notamment, bon, vous faites juste une recherche assez rapidement, vous regardez notamment qui a orchestré les auditions qui ont abouti à cette résolution, vous verrez que c'est Bernard Guetta qui était à la manœuvre, et le journaliste influent qu'on connaît en France, et c'est lui qui a auditionné les personnes dans le cadre de ce travail qui aboutit à cette résolution. Et Bernard Guetta fait partie des élus qui ont rejoint, en fait, c'est un ancien journaliste qui a rejoint le parti d'Emmanuel Macron, et c'est depuis quelques années un député européen, qui a la particularité aussi d'être marocophile. Il a passé son enfance au Maroc. Il y a aussi l'existence d'une société de communication intitulée Bernard Communication Guetta, qui est basée à Casablanca, qui est la ville de son enfance. Les auditions qui ont eu lieu dans le cadre de ce travail du Parlement européen qui a abouti à la résolution concernant l'Algérie, de mon point de vue, pose question. Les personnes auditionnées, c'est des auditions où on a l'impression que les personnes choisies ne sont pas les personnes les plus adéquates, mais ça permet d'aboutir à finalement une résolution qui va davantage, comment dire, cibler l'Algérie et puis ternir son image, alors que cette résolution, elle intervient finalement juste quelques semaines après le Maroc-Gate, qui a entaché la crédibilité du Parlement européen. Le fait que ce soit l'un des députés de la Macronie, un député européen du parti d'Emmanuel Macron, qui a certaines acquaintances avec le Maroc, ça pose question. Voilà. Donc il y a effectivement ces petites phrases, ces gestes inamicaux que j'ai mentionnés, qui sont intervenus entre-temps également. Et puis il y a aussi ce qui se passe
s'agissant de la position de la France au Sahara occidental, parce que c'est bien beau de dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, mais quand la France, en tout cas l'État français, appuie d'une certaine manière, en tout cas la, le processus de colonisation qui a lieu au Sahara occidental, bon, ça pose question en Algérie. Le Sahara occidental, la question du Sahara occidental, c'est le trou noir, en tout cas de la presse et des médias en France. Le discours, le narratif qu'on vous présente le Sahara occidental comme une question opposant, un conflit de territoire opposant l'Algérie et le Maroc est un discours trompeur. Il y a eu aussi les propos, même si ce n'est pas des propos officiels, mais le propos de les positions de l'ex-ambassadeur en Algérie, l'ex-ambassadeur de France en Algérie, Xavier Triancourt, vision complètement hallucinée et hallucinante et ahurissante de l'Algérie. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, cet ex-ambassadeur, il est dans une panique morale et réactionnaire comme j'en ai jamais vu. Donc, moi, j'observe que bon, c'est un geste politicien. C'est à l'occasion de du débat sur l'immigration qui s'annonce, c'est des gestes à l'encontre de la droite et de l'extrême droite. Voilà, et je pense aussi que c'est en particulier tentative de séduire l'extrême droite qui fondamentalement et même à ses origines s'est construit sur la haine de l'Algérie indépendante. C'est le cas de l'OAS, le groupe terroriste d'extrême droite Charles Martel. Voilà, qui a fait couler beaucoup de sang d'Algériens en France dans les années 70. Voilà, c'est un peu cette histoire-là qui, l'extrême droite, elle est quand même héritière de ça, de l'OS et du groupe Charles Martel. Beaucoup d'Algériens pensent comme moi, l'Algérie constitue encore une épine pour les nostalgiques de l'Algérie néocoloniale, mais aussi pour ceux qui sont dans une perspective coloniale ou néocoloniale vis-à-vis de l'Afrique et notamment vis-à-vis du Sahara occidental. Quand vous écoutez le discours, par exemple, de Le Drian, l'ancien ministère des Affaires étrangères, et le discours que j'entends de la part des autorités algériennes, des autorités françaises, ça reste toujours que le plan d'autonomie marocain reste une base de discussion crédible. Donc en gros, il y a moyen de moyenner la colonisation. Je l'entends comme ça. Donc non, moi, de mon point de vue et du point de vue des gens qui ont des principes, ça ne passe pas. Donc il faut que le discours des autorités françaises soit plus franche, soit plus en ligne avec le droit international, et il faudrait aussi que la délégation de la Chambre de commerce d'Arla se retire, qu'il n'y ait pas d'antenne LREM, maintenant Renaissance, à Darla en territoire occupé. Donc voilà, les investir de ce processus de colonisation, tout simplement. Alors s'agissant des tensions maintenant entre l'Algérie et le Maroc, ces tensions semblent grandissantes, ce qui fait dire à la politologue Khadija Mohsen Sinan qu'une guerre au Maghreb est possible. Est-ce que vous partagez sa grille d'analyse, sa lecture des déjà, événements? quand on fait vous savez, quand vous faites une lecture de texte, vous essayez de savoir qui est l'auteur, le contexte de publication et puis ce qui est dit. Alors, Khadija Mohsen Sinan, c'est une politologue, certes, mais c'est aussi une chercheuse qui n'a pas, à ma connaissance, de poste fixe, en tout cas qui n'est pas maître de conf ou universitaire ou chercheur CNRS en France, qui a été travaillé dans des instituts privés, des think tanks, l'IRIS si je ne me trompe pas, et qui maintenant est au conseil scientifique notamment de la Hicham Alaoui Fondation. C'est la fondation qui a été créée par le cousin du roi Mohammed VI, du roi du Maroc. Donc, juste pour situer, Hicham Alaoui, donc lui, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il est pour. Donc, Khadija Mohsen Sinan, les discours qu'elle a dans ses articles sont des discours assez convenus pour la doxa française. Ce qu'elle raconte, elle est toujours dans ce discours conflit entre l'Algérie et le Maroc.
c'est pas du tout ce que disent les chercheurs, par exemple les chercheurs de l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental. C'est juste un problème de décolonisation qui implique à la fois l'Espagne, l'ancienne puissance administrante, le Maroc, qui est la puissance occupante, et la France qui appuie par derrière le Maroc. Khadija Morsen Finan, donc, elle est là pour faire le job, entre guillemets, de donner une petite caution scientifique à, à ce discours présentant la question du Sahara occidental comme un conflit de territoire entre le Maroc et l'Algérie. Et ce qui est intéressant dans son dernier texte, Celui qui est publié dans le Figaro, dans l'article, le son Figaro, entretien dans le voilà, Figaro. ça commence par une belle histoire d'amour, on parle de sentiments blessés, bon, c'est un peu marrant pour une politologue, ça m'a fait sourire, mais elle ne parle pas du contexte politique d'ensemble. Le contexte politique d'ensemble, c'est contexte de colonisation, d'une décolonisation entravée du fait de l'occupation du Maroc sur le Sahara occidental, du fait de l'appui par derrière de la France, du fait du veto que la France euh, oppose au Conseil de sécurité de l'ONU s'agissant de la MINURSO et de son mandat. Donc voilà, pour vous dire, si je m'aligne sur sa position, en fait, pour être exact, la guerre a déjà commencé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas une guerre directe entre l'Algérie et le Maroc. Depuis novembre 2020, les forces armées sahraouies ont repris la guerre. L'Algérie attend et se prépare, mais pas pour entrer en guerre, mais elle est quand même assez euh, soucieuse de ce rapprochement militaire qui s'opère entre le Maroc et Israël. Merci beaucoup Yazine Benouné pour nous avoir offert ces précieuses clés de compréhension et ces éclairages. Je rappelle qu'en plus d'être anthropologue et chercheur du CNRS, vous êtes membre du laboratoire d'anthropologie sociale en France et l'auteur du livre Hirak et propagande médiatique en contexte postcolonial. Peut-être quelques mots Oui, sur ce livre. Ouais. Eh bien, d'abord, si vous cherchez sur des bases de données, Gistor, Cairn, Google Scholar, vous trouverez mes travaux scientifiques. Bon, je suis identifiable, je suis un chercheur du CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, qui est une unité mixte qui dépend à la fois du CNRS, du Collège de France et de l'École des hautes études en sciences sociales. Je suis l'un des co-responsables de l'équipe anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes. Donc, je connais bien, spécialiste de l'Afrique du Nord. J'ai mené des enquêtes en Algérie, en Soudan et au Soudan et au Maroc. J'ai ensuite été sollicité pour intervenir chez Mediapart, mais j'ai pas pu y aller à cette époque. Et j'étais aussi sollicité par la chaîne parlementaire LCP pour une émission portant justement sur le Hirak. Donc, lorsque j'étais sollicité par l'un des collaborateurs, j'ai demandé, grosso modo, quelle était la ligne éditoriale de l'émission, de quoi on allait parler exactement, voilà, le fil conducteur, et quels étaient les invités. Et il se trouve que juste après, donc le collaborateur m'a dit que en fait, l'émission n'aura pas lieu en fait, qu'elle était annulée. Et elle a eu lieu quand même. Et le spécialiste qu'on a pris pour l'Algérie, c'était Mohamed Sifawi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a aucune publication scientifique, où on connaît le personnage. En plus, il est pris dans le scandale des affaires du fonds Marianne. Bon, c'est aussi un journaliste qui a pu dire c'est un publiquement. escroc, on peut aller droit au but. Hein, Pourtant, je suis chercheur en poste en France, hein, mais on préfère les escrocs du style Mohamed Sifawi. C'est mieux, ou alors l'autre Kader Abdelrahim qui lui il a une plainte à son encontre parce qu'il a assisté à des forums internationaux au Sahara occidental, notamment le dernier en décembre 2022, en mettant le nom de l'Algérie en avant. Donc, voilà, c'est aussi une autre personne, j'en parlerai plus tard peut-être. Mais en gros, tous ces textes ont été publiés finalement en Algérie, à la NEP, et moi, c'est pas que je ne veux que publier en Algérie, ça me dérange pas de publier en Algérie. D'ailleurs, je travaille sur l'Algérie en tant qu'anthropologue, c'est toujours bien de pouvoir publier dans le pays dans lequel on travaille. Mais bon, si je publie pas ce texte en France, c'est tout simplement parce que on n'a pas voulu que je le publie.
La France, On a voulu que je publie ce texte en France. Vision à géométrie variable de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Merci beaucoup, Yazid. C'est pas faute d'avoir quelques qualités, et notamment d'être chercheur d'une institution publique, voilà, identifiable, qui a quelques connaissances. Chercheur au CNRS, hein, je le rappelle, est membre du laboratoire d'anthropologie sociale en France. Merci encore, Yazid Benouné. Merci également à toutes et à tous